Bonjour à tous et bienvenue au Rendez-nous, le rendez-vous hebdomadaire. Salut tout le monde. C'est bien sûr, comme chaque semaine, bien fait pour tous et Bad Mulch. On est là. Encore une fois à distance pour aujourd'hui. Ah là là, il y a eu des galères. On va vous raconter tout ça parce que, en vrai, c'est marrant. En vrai, ce qui s'est passé est juste marrant. Alors, cette semaine, les news, on a un communiqué de 200 scientifiques à la présidente de la région Occitanie sur l'autoroute A69. Intéressant. On va vous expliquer un petit peu les tenants aboutissants de ça. Moi, je suis tombé sur un article du Pass Navigo que je voulais absolument décrypter avec vous. C'est incroyable. La communication est à son plus haut point. Et Microsoft aussi a reçu une petite lettre de la part du service fiscal. Mais bon, c'est juste un petit redressement de plusieurs dizaines de milliards d'euros, de dollars. Oui, un petit pécule. On a une loi sur l'autorité parentale numérique qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale. Assez intéressant aussi, il y a plein de trucs à dire sur le sujet. Et Approuvé enfin, ça a été approuvé, d'accord, ouais. Ouais. Approuvé, bon, on verra ça. Et enfin, on a Orange qui prétend apparemment que le 100% fibre est impossible en France. Ouais, ça c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Voilà. À tout de suite. Alors. Cette semaine est spéciale. Pour ceux qui suivent tes streams, on savait déjà que tu n'avais plus d'eau pendant la plupart de tes journées, pendant tout le mois d'octobre. Mais depuis vendredi, tu m'as contacté et tu m'as dit que tu n'avais plus juste de réseau d'internet. C'est une catastrophe, les gens. Ils sont en train de me couper un par un tous les services élémentaires dont je jouis. Ouais, j'avais déjà plus d'eau depuis le début du mois d'octobre, pour une grosse partie de la journée. C'est particulier, il y a des travaux, bref. Je vous épargne les détails. Mais là, Internet, là, ils vont juste trop loin. Genre là, je peux plus. Il y a une panne dans mon quartier. Apparemment, 51 clients sont affectés. Et j'ai littéralement plus du tout de connexion, ce qui est juste la base. Moi, je télétravaille. Tout mon travail, en fait, ça se base sur ma connexion Internet, en fait, depuis chez moi. Donc, vraiment cool. J'ai raté un stream. Mais grâce au talent, parce que quand même, on est ingénieur, donc on a trouvé une solution. On a trouvé une solution technique. C'est clairement les études qui ont permis ça. C'est les études. C'est purement parce qu'on a fait 5 ans, voilà, on a le diplôme, on a le petit bout de papier. Et en fait, il s'avère... En fait, c'est intéressant parce qu'il s'avère que je n'ai pas non plus de réception 4G dans l'enceinte de mon appart. C'est très particulier, voilà. C'est un nouveau type de construction de logement particulier en 2023. Pas de réception 4G, la 3G... Même le téléphone. Parce qu'on a voulu à un moment faire... Où il oui, on a failli faire l'épisode... Ouais, on a failli streamer l'épisode par téléphone et après on a le bon audio, bien sûr, qui est enregistré, mais non, et du coup, j'ai même pas ça. Au final, j'ai pu trouver un câble de 3 mètres pour mettre littéralement mon portable dehors à 3 mètres, genre dans un buisson, pour que ça puisse capter. Bref, je posterai peut-être sur Twitter une photo du setup parce que c'est vraiment hilarant en vrai, c'est juste marrant. Et au final, on réussit en 4G à quand même faire ce stream pour vous aujourd'hui. On est dévoués, hein, malgré les aléas de ce qui peut se passer comme attaque sur l'infrastructure de la neutrosphère. On y arrive quand même. Et on est content. Du coup, moi, cette semaine, j'ai sorti une vidéo. On m'avait posé la question la semaine dernière dans cette émission. On m'avait demandé, est-ce qu'il y a une date pour la sortie de la vidéo sur le bail acquisitif ? Et honnêtement, j'en ai eu marre. J'ai juste pris 4 jours. Et j'ai juste terminé la vidéo. Donc la vidéo sur le bail acquisitif est actuellement en ligne. C'est un système dont on vous a parlé un petit peu sur le podcast. Je sais plus c'est dans quel épisode, on l'a évoqué. On a un petit peu répondu à des questions dessus. Mais vraiment, la vidéo est de qualité. Enfin, moi, je l'ai vraiment adoré. Tu l'as vu, toi ?
Franchement, t'as géré. Moi, je l'ai regardé. Ah. Tu sais, je l'ai regardé genre 4-5 fois, juste pour revoir les meilleurs moments et tout. Non, parce que les gens, il s'est vraiment donné du mal. Il a fait des petites animations super propres pour montrer le concept, le transfert de propriété de l'acquérant au propriétaire d'avant et tout. Enfin, vraiment, c'est super bien fait la vidéo. Et j'espère que les gens vont la partager parce que c'est un système qui mérite vraiment d'être plus connu. Peu de gens en parlent de ça. Hein. C'est vraiment un truc qui est pas vraiment discuté encore. Donc voilà, maintenant vous avez une ressource de qualité supérieure pour expliquer ce système. C'est pas trop long, c'est 8 minutes et tout. T'as géré sur la durée aussi. Parce que les gens vont moins regarder des trucs sur des sujets spécifiques comme ça. Si c'est long. C'est pour vulgariser le sujet, c'est pas une conférence, quoi. Est-ce que tu savais que le pourcentage moyen de likes par rapport aux vues sur YouTube, le ratio moyen sur toutes les vidéos YouTube, c'est 4 likes pour 100 vues. Tu comptes tes vidéos dedans? Je compte mes vidéos dedans. Ok, non, je sais qu'elles font augmenter la moyenne. Mais... Oui, bien sûr. Mais le ratio moyen, c'est 4% de vues en like. Donc, si ta vidéo a actuellement 14%, 14 likes par 100 vues. Donc si ça, c'est pas un signe et que c'est parce que c'est la vidéo de Bienfait pour tous c'est les premières vues, c'est au moins 3 fois. Non, mais elle est minimum 3 fois supérieure en qualité à la moyenne des vidéos YouTube. Voilà, ça c'est une stat objective qu'on peut vous... Je crois que ce statement est officiellement neutre. C'est cool. Bon, on parle des sujets d'actualité, s'il vous plaît, monsieur? S'il vous plaît. Silence, les élèves. Let's go. On a tout d'abord un communiqué des scientifiques sur la région Occitanie sur évidemment le projet d'autoroute A69. Ça, tu m'as Alors dit, ça, si vous... tu m'as dit que tout le monde en parlait et tout. Je vais être honnête, j'en ai pas du tout entendu parler de ce projet-là. Je veux dire, il y a dans les médias un peu... dans les médias un peu progressistes et tout, peut-être qu'on en a parlé, mais je sais pas, dans les médias plus mainstream, je sais pas. Mais donc, le projet d'autoroute A69, c'est un projet assez lunaire. Donc, c'est pour relier, en gros, Toulouse à Castres. Le projet, ça fait quelques années qu'il est en train d'être discuté et il a commencé à être construit. Hein. Cette branche d'autoroute a commencé à être construite. Et c'est prévu de terminer, je crois, en 2025, si je me souviens bien. Mais évidemment, ce projet est fortement critiqué pour son impact écologique. On a le Conseil national de la protection de la nature, plein d'ONG, les soulèvements de la terre, etc. Enfin, tout le mouvement, en gros, pour préserver la biodiversité, préserver la nature, en France, décrit fortement ce projet, quoi. On peut comprendre, hein, parce que bon, on est quand même dans une situation où une politique écologique d'investissement intelligente devrait être en train d'être mise en place avec des investissements dans le rail notamment. Moi, à mon avis, c'est plutôt ça qu'on devrait être en train de faire au lieu de construire des nouvelles autoroutes. Et là, la news de cette semaine, c'est que dans une lettre ouverte, plus de 1500 scientifiques, dont plusieurs auteurs du GIEC comme Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte, appellent Macron à renoncer à ce projet. Donc voilà, on a une validation du coup de la part de la communauté scientifique du fait que c'est pas du tout un projet cohérent avec... Techniquement, il y a eu des travaux de fait déjà? Alors oui, ça a commencé. Ça a commencé et Clément Beaune a annoncé le 26 septembre que les travaux allaient se poursuivre parce qu'évidemment, il y a tous les mouvements sociaux et tout qui vont sur place et qui bloquent physiquement le projet. Ok, du coup, on fait quoi? Pour pas qu'ils puissent... Du coup, on fait quoi? Je sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas, on est sûr maintenant que scientifiquement, ça n'a pas de sens parce qu'on a toute la communauté scientifique qui dit aussi que ça n'a pas de sens parce qu'on a... Tu sais, parfois, il y a des arguments du gouvernement pour dire que non, mais les gens vont rouler sur l'autoroute à la place de rouler sur des routes régionales ou à la place d'utiliser d'autres modes de transport. Et donc, en fait, ça serait neutre en carbone ou
Tu sais, souvent, il y a des choses comme ça. Enfin, ils essayent d'avancer des Ouais. arguments pour contredire. Et là, juste non, en fait. Respecter l'accord de Paris nécessite de renoncer à la prédominance de la voiture individuelle, etc., etc. Enfin, des petits passages, c'est tous les arguments habituels. Hein. Vous pouvez vous douter Ok, quand ok. même des raisons. Bon, bah, c'est bien d'en parler, mais vu que je pense qu'il y a un consensus sur le fait que ça sert à rien et que tant qu'il y a ce gouvernement au pouvoir, il n'y a pas vraiment de moyen d'action pour les faire plier, je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter. Hein. C'est ça. Ça va sans doute se faire parce qu'en fait, on est dans un État qui peut faire une politique, même si elle est extrêmement impopulaire, même si elle va à l'encontre d'engagements précédents et même si la majorité de la population souhaiterait qu'on fasse une chose différente, quoi. C'est la 5e Ils ont République. répondu à la. Il y avait une grève de la faim là-dessus, non? Quelqu'un a fait une grève de la faim là-dessus. Alors, je sais plus. Oui, je pense que c'était là-dessus, oui. Je pense que oui, la grève de la faim qui a été faite, je pense que l'argument, c'était pour essayer de préserver les arbres centenaires. C'est Thomas Braille, ouais. Thomas Braille qui a fait une grève de la faim et de la soif maintenant. Il a fait une grève de la faim qu'il avait commencé, je pense, il y a un mois environ. Et il était vraiment pas en bon état. Et là, il a arrêté de boire, apparemment. Donc, c'est assez inquiétant aussi pour son état. Je sais pas trop. Apparemment, il a fait un malaise le 10 octobre 2023 après 39 jours de grève de la faim. Et l'État laisse faire Voilà. ça, quoi. L'État laisse faire ça. Enfin, pas l'État, le gouvernement, parce que bon, Ouais, merci pour la précision. Ouais. le gouvernement respecte pas le rôle de l'État, en fait, hein, qui serait de venir Enfin, au moins stopper, lancer des négociations pour pas laisser ce genre de choses arriver, quoi. C'est ça. Et donc voilà, il y a des militants qui en viennent jusqu'au stade de faire des grèves de la faim et de la soif et de mettre leur vie en danger pour dénoncer ok. ça, quoi. Ça marche. Voilà. Après, je sais pas trop quoi ajouter là-dessus. Bon, bah du coup, moi j'ai une transition, toute donnée. À la place des véhicules individuels, pourquoi pas prendre les transports en commun? Oh, bah voilà la solution. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les transports en commun? En fait, il faut que je vous explique, les gens. Je regardais les actualités et je suis tombé sur un article. Et cet article, il était hilarant à quel point la communication, on est allé très très loin, quoi. En termes de communication trompeuse, j'ai jamais vu un truc aller aussi loin. Donc là, le site, c'est économieMatin.fr. Donc c'est peut-être pas le site le plus réputé, ou je ne le connaissais pas avant en tout cas. Mais en tout cas, c'est là où Ok. j'ai trouvé l'article le plus marrant. Le titre de l'article, c'est Navigo, prix bloqué jusqu'en 2031 ? Point d'interrogation. Bah, franchement, D'accord. je me lance sur cet article, je pars du principe, ils ont annoncé qu'ils allaient bloquer un prix, qu'est-ce qui se passe? Donc je lis le sous-titre. Après les récentes hausses du pass Navigo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce un blocage des prix sur plusieurs années. Une mesure de justice sociale en pleine transition énergétique. Waouh! D'accord. Et du coup, Juste, on vient d'augmenter les prix. Attends, mais attends. Ne spoil pas, attention! Ne Ok. spoil pas tout! Non, parce que là, il parle les récentes hausses du pass Navigo. Moi, dans ma tête, je me dis, bah oui, c'était en janvier 2023, il y a déjà eu une énorme hausse des tarifs de tous les transports. Donc je me suis dit, c'est Oui. cool. Un blocage des prix sur une mesure justice sociale en pleine transition écologique, oui, énergique, oui. Un blocage des prix sur plusieurs années, oui, ça me semble logique, c'est super. Et j'ai eu la bonne idée de lire l'article parce que la plupart des gens auront juste vu ça dans leur agrégateur de news et se diront, oh, c'est cool, quand même, Valérie Pécresse a bloqué les prix jusqu'en 2031. Ouais, il y a genre 99% des gens qui disent que le titre est pas là. Mais oui, mais c'est pas de leur faute, on n'a pas le temps. Creusons un petit peu. Et puis en vrai, même si tu cliques, il faut se débattre avec les cookies. Est-ce que vous voulez les cookies? Est-ce que vous voulez donner vos infos privées? Est-ce que vous voulez vous abonner? Donc tu rage quit avant même de pouvoir lire l'article. Donc on se lance dans la lecture de l'article et là, c'est là que ça devient très intéressant parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on apprend plusieurs choses. On apprend déjà que ainsi, dans le cadre d'un accord avec l'État, Valérie Pécresse indique que la hausse annuelle ne dépasse pas l'inflation plus 1%. Ah, attends. La hausse annuelle ne dépasse pas l'inflation. Attends. Quand elle dit le prix est bloqué, ça veut dire que ça correspond à l'inflation, donc en fait le prix augmente.
l'inflation plus 1%. Pourquoi pas? Donc c'est littéralement un titre 1% de plus. mensonger. Et ça, c'est 1% de qu'on plus en appelle- plus. Donc c'est si ce qu'on l'inflation appelle est de le bouclier 5% sur tarifaire. l'année, il peut augmenter de 6% en fait par an si l'inflation est de 5%. Oui, c'est le bouclier tarifaire. C'est pour te protéger. D'accord. Pour te protéger Attends. d'augmentation du prix qui serait supérieure à l'inflation. Plus, Ils vont loin. plus 1%, bien sûr. Parce que Ils bon, vont loin. pourquoi ne pas se prendre un petit pourcent quand même quand on fait la, la déclaration? Très très drôle. Hein. Un choix qui protégera les usagers de hausses abracadabrantesques. Ce sont les mots. Hein. Non mais là je suis en train de me demander est-ce que c'est le cabinet Attends. de... Ouais. Enfin, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est le média lui-même qui a rédigé un article comme ça? Parce que c'est désastreux quand même comme Mais article. du coup, juste un petit détail. Du coup, cette année, le prix augmente ou pas? Oui, Bah oui. le prix augmente cette année. Le pass Navigo augmente à nouveau dès 2024 de 2,20 € chaque mois. Moi ce que j'ai vraiment aimé c'est la fin de l'article. Mais je rappelle quand même que le titre de l'article, c'est Navigo, prix bloqué jusqu'en 2031. Ouais, non, c'est lunaire. Et le sous-titre, une mesure de justice sociale en pleine transition énergétique. La fin de l'article, c'est la mairie de Paris va plus loin dans sa critique. Elle dénonce une décision qui, à long terme, pénalisera les usagers. Elle prédit même une hausse annuelle du prix du pass Navigo. Bah, comment ça, prédit? Genre, on sait qu'il y a de l'inflation et que ça va sans doute continuer. En tout cas, il n'y aura pas de zéro inflation. Il n'y aura pas de déflation. Donc oui, ça va augmenter. Donc, ils sont dans le noir, ils savent même pas ce qu'ils font. C'est fou. en parallèle, ce dernier, donc le prix du pass Navigo, pourrait rapidement franchir la barre symbolique des 100 €. Donc selon Anne Hidalgo, hein. Cette hausse survenue après une augmentation de 10 € l'année précédente est décrite comme une aberration écologique et sociale. D'autant plus en temps d'inflation. Donc, d'accord, donc Anne Hidalgo critique à juste titre, mais genre, c'est marrant parce que on dirait que la façon dont il le formule, c'est comme si de base, c'était pas une augmentation qui était prévue. Genre, c'est comme si les gens qui écrivent ça, ils ont cru juste le titre de leur propre article, mais pas le contenu, tu sais, genre. Ou c'est une autre personne qui a écrit la fin de l'article. Enfin, c'est bon, bref. Économiematin.fr, voilà. On Voilà, sait pas. Peut-être vous fiez pas à ce média, peut-être, hein, parce que là, c'est chaud. Ouais, mais c'est surtout la communication de Valérie Pécresse qui crée aussi cette situation. Parce que Valérie Pécresse, au moment où on apprend que tous les forfaits vont augmenter, Valérie Pécresse fait une communication en disant on va bloquer les prix. Les prix sont bloqués. Bloqués à quel niveau? Bloqués à l'inflation plus 1%. La femme On va les politique bloquer à... Ça double tous les mois. La femme politique a promis un bouclier tarifaire à hauteur de l'inflation plus 1%. En gros, on s'engage à ne pas augmenter le Navigo de plus de 2 € par mois chaque année. C'est très drôle. Bon. De plus de 2 € par mois chaque année, les gens... Ça augmente. Bref. En fait, ce qui est vraiment frustrant là-dedans, d'accord, bon, l'augmentation et tout, le truc, c'est que littéralement, c'est la direction opposée de ce qu'on est censé être en train de faire. Exactement. C'est ça qui est fou. Il y a tous ces effets d'annonce de la part du gouvernement, il y a tous ces effets d'annonce de la part des institutions, comme quoi les accords de Paris, on va faire des efforts, on fait des lois. Tu sais, à chaque fois qu'ils font une loi pseudo-écologique et tout, ils font des communications. Mais concrètement, dans tout ce qui est préconisé pour la mobilité, le transport, la baisse du prix, voire la gratuité totale, puisque ça permettrait en plus de s'affranchir de certains coûts pour le réseau. On enlève les contrôleurs, on enlève les tourniquets, etc. Vous connaissez. En fait, ça, c'est la direction préconisée par absolument toutes les associations, tous les scientifiques, toutes les personnes sérieuses qui s'intéressent à comment on réorganise notre société pour qu'on émette plus de gaz à effet de serre, ou le moins possible en tout cas. Donc c'est juste hyper frustrant d'avoir des changements qui vont dans la direction opposée tous les ans, quoi. C'est juste super, quoi. Est-ce que c'est un organisme public? Oui. Oui. Selon moi, tant qu'on n'a pas aligné les salaires avec l'inflation, aucune des dépenses gérées par le public ne devrait suivre l'inflation. Bah carrément, oui. Aucun des tarifs que te demande de payer le public ne devrait suivre l'inflation,
si on n'a pas garanti que les salaires suivaient l'inflation. Les transports en commun, ça fait partie des services publics. Et si jamais, du coup, même en considérant que ça devrait être payant le transport, bah tu es en train de changer le fait que les gens, à terme, ne pourront plus prendre les transports en commun. Puisque tu n'augmentes pas leur salaire. Tu n'augmentes pas leur salaire sur l'inflation. Donc si tu n'augmentes pas leur salaire sur l'inflation, il faut que la part que ça prend dans le panier des consommateurs, faut que la part ne change pas. La proportion de ton abonnement Navigo ne doit pas changer dans ton salaire. Sinon, tu peux techniquement... Il y a des gens, ils peuvent techniquement... Genre, ça change leurs conditions de matériel d'existence et ils peuvent même plus aller au travail. Hein. Il y a des gens, c'est plus rentable. Même s'il y a la moitié qui est payée par l'employeur, il y a l'autre moitié, c'est toi qui la payes. Et dans des CDD, des choses comme ça, c'est une galère. Même les chômeurs, pour aller trouver un emploi, vous croyez qu'on fait comment faut bien se déplacer. Hein. Non, exactement. Voilà, bon, moi je voulais décrypter ça avec vous parce que ça m'a fait bien rire de tomber sur un article qui disait que les prix étaient bloqués pour en fait apprendre que les prix augmentent finalement de 2,20€ pour l'année prochaine. Ah oui, légendaire l'article, hein, légendaire. Moi j'aime bien, sur ce podcast, on fait toujours les petits debunks comme ça, des communications. On avait fait sur la loi, sur l'aviation, sur des choses comme ça à chaque fois. Enfin, en fait, faut vraiment faire attention à lire les petites lignes des gens parce que les annonces qu'on vous fait, c'est fou à quel point, surtout depuis 2017, le gouvernement Macron, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu le moyen de communication principal de prétendre qu'on fait des trucs alors qu'on fait l'inverse plus ou moins dans les faits, dans un tas de sujets. On va reparler de la fraude fiscale juste après, là, puis vous allez voir que c'est à peu près la même contradiction entre ce qui est annoncé et ce qui est fait, quoi. Hein. Alors, juste pour que vous le sachiez, vous pouvez poser des questions pour que nous y répondions pendant un segment dédié de ce podcast. Posez-nous des questions, les gens. Vous pouvez aller sur le site lerendez-nous.fr ou alors, si vous êtes écouté en direct, vous avez le lien dans le chat et vous pouvez poser des questions et par la même occasion, faire un don. Vous n'êtes même pas obligé de poser une question. Si vous aimez l'émission, vous pouvez aussi faire un don qui permet de, à terme, rendre peut-être viable cette émission pour faire exister ce contenu sur Internet. Ça, voilà. Merci à toutes les personnes qui font des dons et qui posent des questions. On a d'ailleurs eu des très bonnes questions pendant la semaine, là. On y répondra à la fin de cet épisode. Pendant le segment questions-réponses. Du coup, maintenant, on a une news assez marrante de la part des États-Unis. Microsoft a reçu un courrier plutôt salé de la part du redoutable service du fisc fédéral américain. Alors c'est marrant, c'est un article du Monde et je trouve que les tournures de phrases pour décrire le fait de juste respecter la loi, c'est-à-dire de juste payer son dû quoi, à la collectivité, tu vois, le redoutable service du fisc, etc. Bon. Les gens, ce qui est drôle dans cette news, c'est le montant du redressement. Donc l'IRS a adressé à l'entreprise un redressement fiscal de près de 29 milliards de dollars. Genre, au fait, Microsoft, tu pourras me passer les 29 milliards que tu me dois. C'est juste fou. La somme est folle. Qu'est-ce qui est reproché à Microsoft, du coup ? On reproche à Microsoft d'avoir enregistré des bénéfices très importants dans des contrées fiscalement clémentes. Un combat que mène aussi l'Union européenne, c'est-à-dire essayer de récupérer tout cet argent que les grosses multinationales arrivent à soustraire aux impôts qu'ils sont censés payer. Un record qui, à la mesure d'une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse tout de même les 200 milliards et le profit 70 milliards, l'IRS reproche à l'entreprise d'avoir enregistré entre 2004 et 2013 des bénéfices très importants dans des cieux particulièrement cléments en matière fiscale comme l'Irlande ou Porto Rico. Donc c'est un peu un problème dont on parle depuis des années qui est en fait un problème systémique, hein, ce truc des grandes entreprises qui arrivent à se soustraire. On se souvient de Amazon qui paye moins de 1% de taxes sur les bénéfices aux États-Unis, en France. Enfin, ils arrivent vraiment à optimiser, entre 14 guillemets. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Du coup, c'est plus une optimisation. Là, l'IRS est en train de dire, l'Institut fiscal aux États-Unis est en train de dire à Microsoft, non, en fait, cette optimisation n'est pas légitime. En fait, vous avez évadé la fiscalité. Exactement.
Et nous, c'est ce qu'on veut que. En fait, il y a dans la loi, il y a le texte de la loi, mais il y a aussi la loi, genre ce qu'on aurait voulu que la loi, à quoi on aurait voulu à ce que la loi serve. Je me suis très mal exprimé là-dessus. L'esprit de la loi, c'est de ça que tu Ouais, parles? c'est peut-être le Oui, mot. oui. Oui, il y a le texte et ensuite il y a la philosophie de la loi. Et donc, si tu peux être en. Et tu peux techniquement, en faisant voilà, des petits tours de passe-passe, respecter les lois sur le papier, mais ne pas respecter l'esprit des lois parce qu'en fait, l'esprit de la loi, c'est quand même que tu payes ce qui est dû quand tu réalises ton chiffre d'affaires ou quand tu exerces l'activité dans un pays donné, d'accord? C'est pas en mettant un siège social en Irlande et en en facturant l'image de marque ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de stratégies qu'ils font pour ne pas payer, mais ouais. Moi, dans ce truc-là de Microsoft, ce qui me débecte, c'est que le vice-président du groupe de Microsoft a indiqué qu'il ferait appel et que, en l'absence d'un Ouais. accord avec l'IRS, il se lancerait dans une longue procédure de plusieurs années devant les tribunaux. Donc, en gros, ils sont vraiment dans le mode on va vraiment rendre le truc impossible à gérer pour l'État américain. Et on va rallonger les procédures au maximum. Et tout ça pour Oui, faire oui. un accord avec l'IRS. Et c'est ça qui m'énerve, c'est pourquoi il y aura un accord? Genre, à quel moment nous, on négocie nos impôts avec l'État? Genre, ça se passe comment? Pourquoi est-ce que ces grosses entreprises auraient une quelconque légitimité à avoir des accords avec l'État? Non, nous, on n'a pas des accords. Genre, on va pas dire non, mais allez, s'il te plaît, mon gars. Tu sais, non, ça marche pas comme ça. C'est ça le truc en fait. C'est une fois qu'une entreprise devient assez immense pour commencer à avoir un rapport de force qui approche des puissances de gouvernement, etc., en termes de pouvoir économique, parce que bon, ils ont les capitaux, ils contrôlent les emplois dans tout un pan de ton économie, de ton pays. Donc, en fait, on laisse les entreprises acquérir une taille gigantesque, acquérir un pouvoir gigantesque, et ensuite, elles ont un rapport de force pour littéralement négocier au cas par cas. Et bon, après, moi, je dis que c'est la faute de l'État, hein. C'est pas la faute de... Enfin, je suis pas intrinsèquement contre le fait d'avoir des grandes firmes avec des dizaines de milliers de travailleurs et des choses comme ça. C'est juste que pourquoi est-ce que l'État commencerait à négocier? C'est extrêmement populaire aux États-Unis, hein. Ça arrive pour beaucoup d'entreprises d'avoir des baisses d'impôts comme ça. Je sais qu'il y a des villes américaines qui se font des compétitions pour attirer, par exemple, Amazon, où chaque État va dire on vous enlève cet impôt, on vous baisse de 90% cet autre impôt local, etc. Et puis, au final, bah voilà, le rapport de force est complètement gagné par ces immenses entreprises dystopiques. Mais moi, je trouve ça rassurant, cette news, hein, comme quoi, au moins, l'IRS Ouais. fait ce redressement fiscal. Je ne sais pas à quel point Biden... En France, justement, nous, il y a beaucoup de moyens qui ont été enlevés de la répression des fraudes, de ce que j'ai compris. Ouais. Alors, il y a... je regardais ça tout à l'heure. Macron a supprimé un tas de postes depuis 2017. Il y a... selon les syndicats, il y aurait eu 20 000 postes supprimés dans la Direction générale des finances publiques depuis 2017. Je crois que dans ces 20 000, il y en a 3 000 qui s'occupent spécifiquement d'aller récupérer l'argent de la fraude fiscale. Donc voilà, 3 000 personnes en moins depuis 2017 pour s'occuper de ce problème en France. On rappelle qu'en France, on perd 80 à 100 milliards par an de fraude et évasion fiscale, principalement des riches, entre guillemets, parce qu'on est en train de parler des entités ou des personnes qui ont les moyens de se soustraire, d'ouvrir des filiales à l'étranger, de faire des montages ultra complexes pour cacher tout ça. C'est pas un boulanger qui va gérer une succursale en Irlande. Hein. Exactement. Donc ouais, c'est ça qui est fou, c'est parce que le budget de l'État français, c'est quoi? C'est autour de 400 milliards par an. Je sais pas si on se rend compte que 100 milliards qui ne rentrent pas dans les caisses, je sais pas si on se rend compte à quel point ça peut changer la politique qu'on peut mener dans le pays collectivement. Ouais. Imagine, alors je dis pas qu'on pourra... oui, je dis pas qu'on pourra récupérer l'ensemble de ça, mais bon... juste l'écart dans les retraites, c'était 12 milliards d'euros dans genre 10 ans ou quelque chose comme ça.
Donc, il Ouais. aurait suffi juste de prendre 1% des... de l'évasion fiscale. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la communication de Microsoft, parce qu'en fait, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que quand Microsoft s'exprime, il s'exprime aussi pour que l'opinion publique ne soit pas opposée à Microsoft. Parce que Microsoft sait très bien Oui. que l'opinion publique joue vachement sur est-ce qu'on va élire ou pas des gens pour les taxer, tu vois. Et du coup, eux, Oui, oui. ils vont rappeler, donc ils précisent d'autre part. Et d'ailleurs, merci à Le Monde de servir de passe-plat de ces arguments-là, c'est super. Ils précisent que le groupe a payé, depuis 2004, 67 milliards de dollars aux États-Unis. Donc une information qui n'a aucun lien. Le fait que Microsoft a par le passé payé 67 milliards de dollars d'impôts qui est dû de base, c'est pas un cadeau. C'est de Oui, l'argent oui, ils dû. sont en train de répéter les éléments de langage de Microsoft, en gros, dans le monde, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, le fait que Microsoft dise oui, mais nous, regardez, on a payé 67 milliards. Imaginez que vous, quand quelqu'un vous doit quelque chose, genre quelqu'un vous a emprunté un billet de 10 et il veut pas vous le rendre, et là, il va te citer tous les cadeaux qu'il t'a fait pour ton anniversaire, il va dire ouais, mais mec, regarde, tu te rappelles qu'on avait Oui, mangé c'est là. littéralement un ex toxique. Et là, tu dis, mais attends, Microsoft. mais attends, mais je comprends pas tout ce que tu es en train de me dire. Moi aussi, je t'ai fait des cadeaux et tout. Ouais, mais regarde tout ce que je t'ai donné déjà. Tu dis, mais attends, mais c'est aucun rapport, tu me dois 10 euros, mec. Qu'est-ce que tu me sors? Et là, il va voir tous tes amis, il dit, tu te rends compte? Je lui ai donné une PlayStation 5, je lui ai payé le cinéma, et là, il veut me prendre 10 euros? N'importe quoi. C'est tellement ça. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Du coup, il y a une petite conclusion quand même sur les autres cas comme ça. Il faut dire que les grandes multinationales du numérique ont énormément joué de la dématérialisation de leurs produits pour échapper à l'impôt dans le monde entier. Ces dernières années, Apple, Google, etc. La pression s'est accentuée avec le travail colossal effectué par l'Organisation de coopération et de développement économique depuis plus de 10 ans, donc l'OCDE, depuis plus de 10 ans pour parvenir à mettre d'accord près de 140 pays sur les taxes. Mais bon, on sent que quand même, il y a un gros retard. Enfin, ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Il y a eu les LuxLeaks, il y a les Panama Papers, les Paradise Papers. On a vraiment l'impression que ça n'avance pas du tout Il y a eu à la hauteur de ce qu'il faudrait. l'affaire Peerstream aussi, on se rappelle tous. L'affaire Peerstream, là, oui, sur la chaîne Bad Mulch, c'est une catastrophe. Bon, bah écoutez, non, vraiment. il faut investir Attends, là-dedans, j'ai une dernière stat parce que ça, c'est juste drôle à citer cette stat. Vas-y. Ça vient de Wikipédia, hein, donc voilà, source Wikipédia. Les estimations de l'ensemble des capitaux actuellement placés dans les paradis fiscaux dans le monde sont estimées autour de 7 à 10 trilliards de dollars. 7 à 10 trilliards de dollars dans le monde entier. Qui évade à la fiscalité. 10 000 milliards qui seraient actuellement stockés dans divers paradis fiscaux. Et bon, après, bien sûr, c'est des capitaux, donc tout ça, ça doit être investi dans un tas d'institutions. Très difficile à tracer, mais c'est des sommes complètement dingues. Hein. Est-ce qu'on n'a pas trouvé un get rich quick scheme, un moyen de devenir riche très rapidement pour les États, en fait, là? En fait, faut le vendre comme ça. Les multinationales le détestent. Suivez mon cours pour que votre État devienne très riche très rapidement. Non, vous embauchez 2 huissiers et vous gagnez très très gros. Pour 1 000 euros investis par mois, 3 trilliards. Bon, changeons de sujet parce que quand Microsoft aura payé ses impôts, on vous reparlera de ça. La loi sur l'autorité parentale du numérique. Là, c'est un sujet assez intéressant parce que c'est un sujet d'actualité. Pour une fois, on parle un peu des nouvelles technologies dans les lois parce que les lois sont en retard. Hein. Les lois sont vraiment en retard sur les nouvelles technologies. Et là, il y avait quelque chose qui commençait à pulluler sur Internet. C'était vraiment ces chaînes où tu as juste une famille. Les parents, en fait, se mettent en image avec leurs enfants et se mettent en scène dans leur quotidien. Et ils arrivent à en faire un
un métier. Hein. Le fait qu'on voit leurs enfants, des fois, soit c'est leurs enfants, ils leur font des gags, soit on les voit jouer à des jeux. C'est souvent des chaînes regardées par d'autres enfants. Et tout ça pour dire que ces enfants-là, ils sont mineurs, ils savent même pas des fois ce qui est en train de leur arriver, ils comprennent pas très bien la situation. Ça peut être des enfants très très petits. Quand ils arriveront à la maturité, qu'est-ce qui se passe? Ce contenu, ils l'ont accepté. L'argent qui vient de ce contenu, c'est normal que les parents l'ont utilisé pendant toute leur jeunesse? Où il est cet argent? Parce que eux, ils ont fourni un travail, du coup. Leur image a été vendue. Ouais, t'as des chaînes comme ça. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait d'une chaîne, d'une famille où tout le contenu était centré autour des enfants, mais qui avait du style des dizaines de millions d'abonnés sur YouTube. Enfin, c'était du contenu qui était regardé par un nombre gigantesque de personnes devant la plupart des chaînes. Enfin, vraiment, c'était fou. Et ouais, il y avait un gros malaise sur... Enfin, du coup, les parents commençaient à gagner des millions avec ce business-là, quoi. Et ouais, la question de est-ce que c'est de l'exploitation, est-ce qu'il y a le consentement des enfants, c'est super complexe. Donc là, il y avait le Cheese Challenge aussi. Tu connais le Cheese Challenge? Non, je connais pas. Le Cheese Challenge, sur TikTok, c'est des vidéos où des adultes s'amusent à jeter une tranche de fromage sur le visage des petits-enfants et le film en train de pleurer, de se débattre comme pour l'enlever. Enfin, comme il peut pour l'enlever. C'est particulier. Hein. Ça, je vous avoue que là-dessus, je connais pas ça. Je suis pas dans ces boucles-là sur TikTok. Tu tenais à nous en parler. Bah, c'est dans l'article et juste, c'est juste chelou. Genre, je comprends pas. Dis-nous, est-ce que tu as subi le Cheese Challenge toi-même? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux échanger là-dessus? Si j'ai subi un Cheese Challenge, je l'ai fortement refoulé parce que je m'en souviens pas. Hein, mais... Où est-ce qu'on t'a envoyé la tranche? Ça a dû être des super moments. C'est une catastrophe. Ouais, du coup, il y a une proposition de loi qui a été approuvée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je voulais comprendre ce que c'était cette proposition de loi. Et encore une fois, là, on est sur de la recherche médiatique. Comment on fait pour retrouver? Parce que moi, je tombe sur l'article à propos de la loi sur l'autorité parentale sur le numérique. C'est un article qui est sur le site commentsamarche.net. Je suis tombé là-dessus en premier. Ils me disent que c'est l'AFP qui en parle. Bon, Ouais. bah, du coup, je clique sur le lien AFP. Je tombe sur BFM TV. Quand je clique sur AFP, je tombe sur BFM TV. En fait, c'est un article rédigé avec l'AFP sur le BFM TV. Bref, au final, je suis obligé d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, du Sénat même, pour retrouver la version du texte qui a été approuvée à l'Assemblée nationale, pour pouvoir explicitement lire ce qui a été voté, parce que c'est vraiment pas clair. Dans l'article, ils nous disent, s'il y a un désaccord entre les deux parents, le texte prévoit que le juge peut interdire à l'un d'eux de diffuser, mais il faut l'accord en tenant compte de l'avis de l'enfant. Moi, je voulais savoir à quel point l'avis de l'enfant était pris en compte, parce que en tenant compte de l'avis de l'enfant, c'est pas selon l'avis de l'enfant, c'est très flexible. Donc, je suis allé chercher le texte officiel, et en tombant sur le texte officiel, en fait, c'est encore quasiment plus flou dans le texte lui-même. Et j'ai été étonné. Est-ce que tu savais que les textes de loi pouvaient être totalement flous? J'ai été choqué, moi, perso. Ouais, pareil. Non, j'ai lu le truc, on peut pas comprendre du tout le critère, en fait, qui est retenu. Il y a un concept de dignité, mais on sait pas du tout comment c'est jugé. La loi, là, qui a été approuvée à l'Assemblée nationale, c'est les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité. Ok. Associe l'enfant à l'exercice. Donc, il doit approuver. Il doit approuver, il doit pas approuver. Selon son âge et son degré de maturité, est-ce que s'il est plus grand, plus mature, comment on connaît le degré de maturité d'une personne? Comment un juge va déterminer le degré de maturité d'un enfant? Comment un juge va dire que l'enfant a été associé à un bon prorata de l'exercice de son droit à l'image? Ouais. En quoi cette loi est applicable? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors dans les articles... J'ai l'impression que c'est plus de la moralité, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça fait dans une loi? Qu'est-ce qui est appliqué si jamais c'est pas le cas, tu vois? Ouais, et puis dans les articles qui essayent d'expliquer la loi, ils disent
une proposition de loi permettant de retirer l'autorité numérique, entre guillemets, des parents qui abuseraient des publications sur les réseaux sociaux. L'autorité numérique ? Pour la secrétaire d'État chargée de l'enfance Charlotte Cobel, aujourd'hui un parent ne peut plus ne pas concevoir le numérique dans l'exercice de l'autorité parentale. Pourtant, alors même qu'ils n'ont pas l'âge de savoir pianoter sur un clavier ou d'utiliser un smartphone, les enfants se retrouvent exposés sur les réseaux et héritent d'un sérieux passif sur Internet qui peut leur être préjudiciable. Ouais, j'arrive pas à comprendre comment ils vont le faire dans la loi. À mon avis, ils sont en train de laisser la décision à un juge. Ouais, les juges vont devoir... mais du coup, ça devient il y aura des super subjectif, jurisprudences, il y aura des jurisprudences hyper bizarres. Genre, ah bon, le juge a considéré que la maturité, il fallait que la personne ait 17 ans et demi pour... tu vois Ouais. Il y a quelques trucs un peu clairs quand même dans la loi. C'est par exemple, s'il y a un désaccord entre les parents, on peut interdire à l'un des parents de diffuser du contenu sans l'autorisation de l'autre parent. D'accord, ok. Donc ça peut régler je vois quelques situations qui pourraient être réglées, mais par rapport aux articles qu'on a lus, je vois pas une avancée aussi grande que ce que je croyais en lisant l'article. Moi, je croyais vraiment que je croyais, moi, en lisant l'article, que à partir d'aujourd'hui, ça y est, la publication du contenu sur Internet dépendait du fait que l'enfant autorise à ce que ce soit fait. Parce que quand même, quand on regarde les chiffres sur les parents influenceurs, apparemment, il y a une minorité seulement des parents qui annoncent avoir le consentement des enfants. Aïe. Ah ouais, non, mais en plus, ce truc il faut que les deux parents, s'il y a un parent pas d'accord, moi j'ai l'impression que le contenu qui pose vraiment problème, quand il commence vraiment à y avoir des gros soucis dans ce qui est produit, dans la façon dont c'est produit, souvent c'est des cas où les deux parents sont d'accord pour faire ce genre de pratique. Parce que quand il y a un parent pas d'accord, j'imagine que ça s'arrête assez rapidement. Enfin, moi je me souviens des cas hautement médiatiques de chaînes comme ça où on a découvert a posteriori que les enfants étaient maltraités, ils s'amusaient pas du tout, et qu'il y avait plein de red flags et tout. Les deux parents étaient dans le délire, quoi. Ils étaient tous les deux en train de maltraiter leurs enfants. Alors là, on parle beaucoup. Ouais. On parle beaucoup. Ouais, tu parles du coup des parents qui font ça de manière consciente. Carrément, ça peut devenir un métier. Pas mal de parents influenceurs annoncent que c'est leur seule source de revenus d'exploiter le droit à l'image de leurs enfants, quoi. Mais en fait, il y a aussi un autre truc qui me dérange, moi, c'est que je crois qu'il y a pas mal de parents qui se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de publier. Je vois sur Facebook toute la vie de l'enfant. Ils créent une page pour l'enfant et t'as toute la vie de l'enfant qui est mise partagée à des proches. Les proches partagent aussi à leurs amis. Et ça fait que du coup, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant est des fois publiquement, tu vois, avec des groupes de proches en proches, ça fait que des publics incroyables ont accès à des images très très intimes de la vie de cette personne. C'est plus à son plus petit âge, sachant que apparemment, et ça c'était sur le rapport sur cette loi, apparemment, une majorité, c'est une majorité, c'est presque 50% des images que visionnent dans la pédopornographie, en fait, ça vient d'images publiées consciemment par les parents et récupérées en ligne. La catastrophe. Donc, en gros, c'est des parents qui se disent « Ah, je vais partager la compétition de gymnastique à ma famille éloignée sur Facebook. » Et là, tu as les photos qui sont récupérées par des gens voilà, quoi, qui vont l'utiliser pour d'autres usages, quoi. Et ils se rendent pas compte. Ouais. Soit ils se rendent pas compte, soit ils s'en foutent, mais à un moment, il va falloir soit il va falloir que les plateformes soient recadrées. Il va falloir se rendre compte de ce que c'est de mettre du contenu sur Internet, en fait. Dès que vous le mettez sur Internet, sauf si vous utilisez vraiment des précautions adaptées, ça devient plus ou moins public, en fait. Hein, surtout si c'est... surtout sur les réseaux sociaux. Si vous envoyez un mail ou si vous envoyez avec une appli, avec Signal ou je ne sais quoi, d'accord. Mais quand vous le postez sur le mur, en plus, désolé, mais la plupart des parents ne savent pas du tout gérer
Est-ce que tu le mets en public? Est-ce que tu le mets en privé sur Facebook? Tu sais, il y a tous les réglages Mais et oui, tout. c'est une catastrophe, bien sûr. Enfin, les gens sont pas éduqués suffisamment au numérique. La plupart des gens sont largement incompétents là-dessus. Malheureusement. Donc ouais, il faudrait peut-être. Je suis d'accord qu'il faut que ça soit beaucoup plus encadré par les lois. Et ouais, par contre, après, moi, je me pose la question de. Tu sais, parfois, je regarde des compilations marrantes, genre je vais regarder Daily Dose of Internet et il va y avoir un bébé qui fait un truc marrant ou qui trébuche et qui tombe ou qui joue avec un chat et c'est marrant, tu vois. Tout le monde aime voir ces vidéos marrantes d'enfants dans des compilations, dans des trucs comme ça. Quid de ça, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que là, on est en train de dire que il faut le consentement, mais du coup, si c'est un bébé, comment il peut consentir? Alors, on peut plus du tout mettre de vidéos marrantes de bébés sur Internet? Pourquoi pas, hein? Je me pose la question, tu vois. Bah, du coup, là, il y a une étude, juste pour connaître l'ampleur, parce qu'on pourrait limiter aussi, hein. Tu vas tomber sur une vidéo, voilà, ça va être marrant, mais en fait, il faut juste que tu te rends compte de l'ampleur. C'est que, en fait, il y a une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique qui rapporte que 53% des parents français ont déjà partagé du contenu sur leurs enfants en ligne et 43% ont commencé dès la naissance de l'enfant. Et du coup, il y a des chiffres donc, qui étaient pour appuyer ce projet de loi à l'Assemblée. Les chiffres qui ont été donnés, c'est que il apparaîtrait en moyenne 1300 photographies publiées en ligne avant les 13 ans de l'enfant. Sur ses comptes, ceux de ses parents ou ceux de ses proches. 1300 photographies de l'enfant avant ses 13 ans. Ouais. En moyenne. Après, c'est compliqué parce que bon, oui, les gens veulent partager les photos de famille, des vacances, de je ne sais quoi avec leurs amis sur Facebook. C'est franchement, je sais pas trop comment démêler ce sujet, hein. Je vois totalement l'immense problème sur les photos ensuite qui vont être récupérées par des pédophiles et des trucs comme ça. C'est une catastrophe, tu vois. Mais pour des photos qui sont dans un contexte qui peut pas vraiment être sexualisé et tout, compliqué. Mais du coup, j'aimerais bien avoir une idée plus claire de comment ils vont appliquer cette loi, hein. Ça, on verra, on essaiera de suivre un peu. Parce que c'est vrai que c'est un sujet super important, la maltraitance des enfants et tout. Déjà, sur pas mal des plateformes, il pourrait y avoir un concept assez simple que si une personne veut consulter la photo de l'enfant, au lieu que ce soit par défaut, tout le monde peut la consulter, que ce soit sous forme de demande aux parents, en fait. Qu'est-ce que ça coûterait sur Facebook de dire « Ah, une nouvelle photo est disponible de telle personne ?» Et là, du coup, si t'es un proche et tu veux voir cette photo, tu cliques sur « Je veux la voir », tu reçois une notification, machin veut avoir accès à cette photo, tu dis oui. En tant que parent, t'as le contrôle, tu dis oui. Et comme ça, quand t'as 800 demandes d'un seul coup, parce qu'actuellement c'est ça, c'est du jour au lendemain, tu vas avoir des vidéos sur YouTube de je sais pas, Clémentine fait son premier saut dans le bain, publié sur YouTube en public. Et du jour au lendemain, ça a 45 000 vues. Et tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Ouais. Est-ce qu'on peut pas avoir, plutôt à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas avoir, un enfant a été détecté, parce qu'on peut, genre, ils détectent de toute façon, YouTube, ils ont des algorithmes. Donc, ils détectent, un enfant a été détecté, du coup, ça fait notifier les parents. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une photo, est-ce que vous êtes en train de partager un film ou est-ce que c'est vos enfants? Et du coup, tu dis oui, c'est vos enfants, et tu dis, bah, dans ce cas, vu que c'est vos enfants, ça passe en mode que les personnes doivent vous demander l'accès à ce contenu. Vous savez, ça existe déjà sur Google Drive, les documents, pour des documents Word, des documents Excel sur Google, vous pouvez demander l'accès à un document, c'est-à-dire que vous partagez le lien et les gens n'y ont pas accès tant que tu n'as pas cliqué sur demander les droits en lecture au propriétaire de ce document. En fait, on a les outils, c'est juste, est-ce que ça rapporte de l'argent? Non. Donc personne bouge ses fesses pour le faire. Donc il faut une solution légale. Et malheureusement, c'est bien hein, la loi qui a été faite, mais malheureusement, elle est trop floue et elle ne remet pas en question les plateformes elles-mêmes pour les obliger à mettre en place des choses pour lutter contre tout ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, hein.
J'avoue on aurait les outils pour contraindre les plateformes à faire des vrais moyens de lutte contre ça. Hein. Bah oui. C'est sûr. Parce que ouais, les cheese challenge et tout. Il y a notre truc, la police, les enfants, apparemment. Et par contre, pour tout ce qui est les vidéos sur YouTube où tu crées des émissions avec tes enfants, où tu mets en scène tes enfants dedans, si le sujet principal c'est les enfants, je pense que de base, le YouTube devrait bloquer les revenus jusqu'à la majorité de l'enfant, ou du moins une proportion des revenus devrait être bloquée jusqu'à la majorité de l'enfant. Parce que dans le droit, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans le droit du travail, on a déjà ce genre Oui. de choses mises en place, et que vu que c'est fait là via une plateforme et qu'il n'y a pas en fait un paiement, genre Google ne salarie pas les créateurs de contenu. Et du coup, Il y a pas de contrat de tout travail. le droit du travail a disparu. Et donc, en fait, le droit du travail, les gens en fait ont l'air de s'en fiche pour les youtubeurs traditionnels. Mais vous voyez bien que en fait, ça pose problème quand on tombe sur par exemple des enfants. Là, il n'y a pas le droit du travail, donc leur salaire n'est pas bloqué. On ne garantit pas qu'ils ne travaillent pas de manière insensée, etc. Ouais. Bref, moi je pense que la solution c'est de demander aux grosses plateformes, au-dessus d'une certaine taille, une plateforme peut mettre en place toutes ces choses-là et devrait le mettre en place, tu vois. Quand tu commences à réfléchir au fait que plus il y a de vues, plus les plateformes font de l'argent, parce que les vues, ça dépend Enfin, l'argent dépend des pubs regardées qui dépendent du watch time. Tu commences à voir le côté horrible de ce statu quo, quoi, là-dessus, parce que bon, ils profitent du statu quo, clairement. Donc ouais, gros sujet, mais c'est bien d'en parler. Est-ce qu'on passe au prochain sujet? Oui. Oui. Alors, Orange juge impossible la généralisation de la fibre en France. Comment ça? Pourquoi ce serait pas possible? Attends, je comprends pas. En fait, il y a un objectif qui avait été posé. C'était l'horizon 2025. Il avait été posé comme en 2025, la fibre devrait être sur 100% du territoire. Le problème, c'est que les télécommunications ne sont plus un service public. Orange a été privatisé en fait. On se rappelle de tous les problèmes que ça a causé. Oui. Mais vu que c'est plus un service public, l'horizon 2025 100% fibre, c'est plus un objectif. Genre, l'entreprise privée, quel intérêt elle a à respecter cet objectif? Eux, ils vont mettre la fibre. Ouais, ils vont mettre la fibre là où ça les intéresse. Et puis l'horizon 2025, arrivé en 2023, ils vont annoncer publiquement quand j'ai pris mes fonctions. Donc là, c'est le patron d'Orange Jean-François France. Fallacher. Le patron d'Orange France qui a pris poste le 3 avril dernier. Quand j'ai pris mes fonctions, ce fameux 100% fibre, cela m'a surpris. Je pense que c'est un rêve. D'accord. Il prend ses fonctions et il est surpris par l'objectif du coup, qui est théoriquement l'objectif numéro 1 de ta boîte. Et il dit mais vous rêvez, monsieur. C'est littéralement ce qu'il a dit. C'est quelque chose, hein. Il a dit ça et il a rappelé que 86% des Français ont aujourd'hui accès à la fibre. C'est la même chose qu'avec Orange, avec Microsoft tout à l'heure qui disait oui mais nous on a déjà payé. Donc là ils vont dire ouais mais attendez il y a quand même 86% des Français qui ont accès à la fibre, ça va. Ouais mais du coup ça veut dire qu'il y a 14% qui n'ont pas accès et l'objectif c'était 2025 100%. Donc là ils sont en train de rentrer l'idée dans la tête des gens qu'en fait, l'objectif 2025, on le fera pas, quoi. D'accord, bah écoute, super. Toutes les entreprises... Non, moi, c'est important. J'ai voulu parler de ce sujet parce que toutes les entreprises qui aujourd'hui vous sortent bilan carbone neutre en 2030, bilan carbone neutre en 2050, zéro papier en 2019, je ne sais quoi, en fait, ce qu'ils vont faire dans l'avenir, on n'en a rien à faire. Moi, j'en ai rien à faire qu'une entreprise décide que dans 10 ans, elles arrêteront de produire du pétrole. Quand l'entreprise qui annonce ça, c'est littéralement BP, tu vois.
Ce qui est fou, c'est que littéralement, le gouvernement français fait la même chose constamment. Oui. De dire, on fixe un objectif 2030, machin. Bah, Et récemment, faire un d'ailleurs. effet d'annonce, alors que genre peut-être le prochain pouvoir va juste pas faire ça, ou même peut-être eux ne vont pas respecter. Ah, c'est ce qu'ils font depuis 10 ans, ils respectent pas du tout. Les objectifs climatiques notamment, mais ouais, c'est juste facile hein, d'annoncer des trucs dans le futur comme ça. Alors, du coup, sur le projet fibre, déjà, la connexion à la fibre, c'est très important parce que du coup, ça permet une connexion beaucoup plus fiable pour la plupart des gens en France, quoi. Je connais des gens qui sont streamers professionnellement et qui, du jour au lendemain, n'ont plus accès du tout à Internet. C'est pas normal. C'est pas normal, ce genre de choses. Attends, est-ce que je peux raconter l'histoire de comment j'ai acheté le câble parce que c'est juste trop drôle. Vas-y. Je suis allé à Boulanger. C'est pratique en France, on peut trouver des câbles USB-C Lightning chez le boulanger, c'est trop bien. Il n'y a qu'en France qu'on a ça. J'arrive dans le magasin, je parle au vendeur, j'arrive à trouver le câble qu'il me fallait. Il me faut un câble Lightning USB-C alors je voulais 5 mètres à la base, mais au final j'ai accepté 3 mètres parce qu'ils avaient que ça. Je vais à la caisse. Pour le rappeler à tous ceux qui écoutent, ton portable est actuellement en train de te donner l'internet via la 4G sur ta terrasse. Hein. Oui. Avec un fil qui traîne via ta fenêtre. C'est l'âge des low-tech, ok, on est en train de le faire, les gens. Donc, je vois le prix dans le rayon, c'est 15 €, d'accord, 14,99. J'arrive à la caisse. Et là, la dame de la caisse me dit 16,99. Et je dis, bah non. Il y avait écrit 15 en rayon. Et du coup, elle me dit, monsieur, retournez en rayon. Je commence à retourner en rayon. Bah, retournez en rayon. Je dis, ok, et si je vois que c'est le prix que je dis, elle me dit, ah non, mais allez payer. Il y a une caisse à côté du rayon et ils peuvent. Je fais, ok. Je retourne, je check le prix. C'était bien le prix que je pensais. Je n'étais pas fou. Ils ont essayé de me gaslight. Ça n'a pas marché. Du coup, je vais à l'autre caisse. Là, le monsieur me demande nom-prénom. Et je dis, bah, comment ça, nom-prénom? Il dit, ah, c'est pour le système, on est obligé de dire nom-prénom. Donc là, je dis, bah, d'accord, Jean-Pierre Lefebvre. Et il me dit, genre, il me regarde, tu sais, il a compris, il sait très bien que voilà, je ne voulais pas donner. Donc il tape ça, il me demande un code postal, je lui donne et tout. Et là, il me dit, genre, ah, c'est marrant, il y a un Jean-Pierre Lefebvre dans le 69 420. Je dis, d'accord, ok. Enfin bref, lui il sait, moi je sais que lui il sait, c'était un bon moment, tu vois. Mais il a quand même rentré l'information clairement fausse dans son système. Bref, c'est pas le cœur de l'histoire. Et là, donc, sur le terminal de paiement, le prix s'affiche. Et là, il y a écrit 16,99. Et je dis, bah, comment ça, c'est 15 € en rayon? Et il me dit, là, donc, il me regarde vite fait. Il regarde son écran. Silence. Et là, je vois un nouveau prix qui s'affiche sur le terminal de paiement, 14,44. Et je lui dis, ah, donc c'était bien le prix que j'ai dit. Là, il me dit, non, mais j'ai juste la flemme d'aller vérifier en rayon. Oh. Donc, je vous fais payer ça. Et tu l'as dit, mettez 11, mettez 9. Ah oui, pardon, je me suis gouré, c'était 9. Ah oui, ok, non. Mais le plus marrant là-dedans, c'est que il a écrit 14,44. Au lieu de 14,99. Alors que j'avais dit 14,99, ça veut dire qu'il a eu la flemme genre, il a gardé son doigt. Il n'a pas juste la flemme d'aller checker en rayon, tu vois. Il a la flemme de bouger son doigt du 4 au 9. Et il a juste continué à appuyer sur 4 comme ça. Vas-y, juste voilà, 14,44. Allez, c'est bon, tu l'as. Mais ça, c'est un vrai sujet, en fait, avec l'inflation et avec le fait que les supermarchés, etc., ils sont littéralement des esclaves d'algorithmes qui choisissent les prix en amont, tu vois. Ouais. Ils ont des fois même pas le temps de changer les prix en rayon qu'ils ont déjà changé dans leur algorithme. Et loi, je crois que la loi stipule que c'est le prix en rayon qui fait foi. Hein. Donc faites très attention quand vous faites vos courses. Sur des petits produits, c'est peut-être pas important, je sais pas, mais il y a des fois des produits qui peuvent, de manière surprenante, faire des sauts de 2-3 € comme ça. La loi ne le stipule pas. Il faut que tout le monde soit plus parano dans sa vie de tous les jours. La loi ne le stipule pas, apparemment. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai vu en rayon un prix
et que on m'a dit un prix plus élevé, j'ai dit bah non, en rayon c'était ce prix-là et on me l'a changé à chaque fois. Donc et des fois on changeait le prix en rayon directement après que je l'ai fait remarquer. Mais moi au moins j'ai eu le prix tel quel. Donc, Apparemment, c'est pour ça qu'il y a des étiquettes électroniques, c'est pour qu'ils puissent le changer. Ouais. Ils peuvent le changer à distance. Mais même avec les étiquettes électroniques des fois. Hein. Peut-être pas à distance, mais peut-être sans enlever un bout de papier et en mettre un autre. Loi. Ok, bah écoutez, c'est contractuel et non pas légal. J'ai obtenu une réduction de 100 € sur un meuble grâce à ça, une erreur d'affichage. Ah, parfait. Bien joué. Non, franchement, moi j'étais super heureux. J'ai fait mes petits 3 € d'économie sur mon câble. Je suis reparti et maintenant je stream avec. Donc c'est cool. Boulanger. N'hésitez pas à tenter ça aussi. Bref, pourquoi on parlait de ça ? On parlait de ça parce que, en parlant de câbles, ils veulent pas. Ah oui, de fibre, de réseau, oui. Il y a des articles dans tous les sens. Il y a des lobbies qui essaient de faire leur propagande de tous les côtés. Parce que d'un côté, j'ai vu des articles passer sur la fibre disant que il va falloir absolument. Il y a une pénurie de l'emploi. Plus personne veut faire installateur de câbles de fibre. Alors qu'on a besoin de 30 000 emplois. Bah, juste augmenter les prix, encore une fois. Ça n'existe pas, la pénurie de l'emploi. Tant qu'il y a des chômeurs dans le pays, augmenter les salaires. À un moment, il y aura. En fait, à un moment, vous augmentez les salaires et à un moment, il y aura bien quelqu'un qui dira bon, bah, je vais faire la formation de 2 semaines et je vais prendre ce job, en fait. Donc, ça n'existe pas, la pénurie de l'emploi dans la plupart. Ça existe dans les jobs à haute qualification. Là, c'est un job il y a quand même pas mal de qualifications à avoir. Mais c'est des chantiers. Je vous rappelle que le 100% fibre, c'était un truc qui a été lancé pour l'horizon 2025. Vous aviez largement le temps de créer de l'attractivité pour cet emploi, puisque vous saviez combien de personnes vous avez besoin pour faire ce chantier-là. Et là, c'est juste que vous avez voulu jouer sur le fait, bah, peut-être que les gens ils seront tellement dans la merde qu'ils voudront bien le faire sans augmenter les salaires, en fait. Donc, augmenter les salaires, offrez les formations, formez les gens, tout simplement. Juste, vous avez besoin de gens, bah, formez-les. Et payez-les pendant la formation et faites-les signer un contrat où ils s'engagent à travailler, etc. Enfin bref, il y a plein de solutions, bref. Et du coup, à la fois, il y a cet article-là qui dit qu'il y aura une pénurie, il manque 30 000 personnes. À la fois, ils disent, vu qu'on arrive vers la fin du chantier de 100% fibre, on va avoir beaucoup trop de gens qui travaillent dans la fibre. On va passer de 20 000 personnes qui travaillent là-dedans à 6 000. Qu'est-ce que vont devenir les 14 000 personnes restantes ? Il faut ralentir l'embauche de ces personnes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a 3 articles, 3 opinions différentes, toutes en contradiction ? Ouais. Les 3 angles sont en contradiction, ouais. Non, c'est fou. Et il y a le directeur d'Orange qui arrive et qui dit « Non mais de toute façon, c'est un rêve ce truc-là. » Quoi ? C'est ton job ? Bref, c'était bien marrant. Et en fait, on comprend qu'au final, son job, ce n'est pas de fournir un service, mais de maximiser les bénéfices pour les actionnaires d'Orange. Le 100% fibre, il est possible en fait. Hein. Il suffit que l'État garantisse ce service. C'est-à-dire que l'État garantit, oui, c'est un droit que les collectivités soient connectées à la fibre. Et du coup, on garantit ça. Mais pas, on ne demande pas à Orange de le faire. On le garantit via l'État. Bon, on renationalise Orange. Ouais, bon. On en discutera. Ouais, on en parle. À voir, à négocier. Mais en tout cas, j'espère pour vous que vous avez la fibre, puisque du coup, là, ce qui est annoncé à demi-teinte, c'est que les 14% restants des Français qui n'ont pas la fibre, bah, ils vont peut-être juste dire, bah, le chantier s'arrête, quoi. C'est ça. Pour les 2 millions de personnes dans la catégorie non raccordées à la fibre, bah, bonne chance, hein. Est-ce que c'est pas ouf qu'on parle d'investir dans la 5G alors qu'on n'a pas encore raccordé tout le monde à la fibre? Genre, est-ce que la fibre devrait pas être largement prioritaire sur essayer d'avoir des antennes soi-disant 5G qui, en plus, la plupart du temps, n'ont même pas les nouvelles fréquences 5G qui vont plus vite réellement? Bref, dans l'infrastructure, hein, on pourrait largement optimiser, à mon avis, le déploiement de tout ça. Mais on va du coup passer aux questions-réponses. Let's go. Le petit segment questions-réponses. Je rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions en faisant un petit don sur le Ko-fi du Rendez-nous. Le lien est dans le chat. Donc allez-y si vous avez une dernière petite question ou 2.
Alors, on a une question. J'aime bien celle-là. Combien coûte le trajet de BPT qui lui permet de se rendre chez Mulch afin d'enregistrer ce sympathique podcast? Ok, ça y est, Ok, attendez. Je vais profiter de ça. Avant ou après Non, la non, non, hausse non. Ok, c'est bon, je prends le contrôle du podcast. Je vais profiter de ce petit moment pour juste m'énerver sur Mulch. Let's go. En Je suis chaud. live. C'est le moment autocritique. Mulch m'annonce, je n'ai pas de réseau chez moi. Vas-y. C'est vrai. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de fake news. C'est ce qui s'est passé. Du coup, je me dis, écoute, t'as qu'à venir, toi, chez moi, cette fois-ci. Tu fais, toi, le déplacement, cette fois-ci. Et comme ça, on va être dans ce merveilleux environnement. Regardez la qualité, pour les gens qui me voient, la qualité de mon setup. On serait là, tous les deux, ensemble. Hier, du coup, on aurait enregistré à l'heure. Non, ton bureau, il est bien. Ok, j'achète là-dessus, je vais pas mentir. On aurait... Mais c'est juste, c'est trop long. C'est trop, non, c'est non, trop t'as loin. pas le droit à la parole pendant ce segment. Je suis désolé. Attends, non, si t'as le droit à la parole, redis ce que tu viens de dire. Je suis silencé. Je suis silence. C'est trop loin, t'as dit? C'est la même distance dans les deux sens. Non, mais c'est la distance perçue qui compte. Et toi, t'es habitué à ça. Donc... Quoi? Non, je sors des pires arguments possibles. Waouh! Tu te rends compte à quel point il est horrible ton argument là? Non, mais tu gères très bien les déplacements, toi. Moi, c'est difficile pour moi. Oh mon dieu! Il est en train de dire tu es habitué à la souffrance et donc c'est à toi de souffrir, de continuer de souffrir. T'es en train de dire les transports en commun, c'est de la souffrance. Hein. C'est un peu problématique ce que t'es en train de dire. Toi qui tu préfères la voiture individuelle. Non, je te rappelle que c'est toi qui as dit ça. Hein. Non, ouais. Du coup, moi, je suis venu pendant 10 reprises. J'ai fait le déplacement pour venir faire ce podcast. Et lui, et en plus, ce qui est marrant, les gens, il m'a pas dit... Moi, j'ai fait le déplacement pour attendez, acheter un câble. Non, mais t'as pas ton mot à dire là. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit... Il m'a pas dit j'ai la flemme de venir. Il m'a sorti un truckload de copium. On est en France, parle français, s'il te plaît. Il y a eu un lot à l'échelle d'un camion de copium pur. C'est le pire épisode, hein. Je crois que là, c'est le pire épisode. Non, c'est le pire épisode pour toi. Moi, j'adore cet épisode. Il m'a sorti mais toutes les excuses. Arrête de révéler des discussions privées. C'est franchement là droit à la confidentialité. Je comprends pas. Tu viendras un de ces quatre quand même. Mais bien sûr, mais je viendrai. C'est juste que là, ce week-end, c'était pas adapté. Oui. Je t'ai dit pourquoi. Non, attends. Moi, ça me dérangeait pas que ce soit pas adapté et que tu me dises pourquoi. C'est juste que tous les trucs que tu m'as dit, je vais devoir faire ça, donc je peux pas venir. Tu ne les as pas fait au final dans ton week-end. J'étais censé les faire. Je suis mal organisé. Oui. Non, mais j'allais le faire, mais ok, bon, bref. Alors, tiens, juste pour répondre à la question. Ah oui, ça, on n'a pas répondu. J'espère que les prix vont pas augmenter. Actuellement, c'est 5 € aller, 5 € retour. Chaque billet coûte 5 €. Des fois, j'ai les moyens d'acheter un carnet et je crois et ça revient moins cher. Mais, ils ont des carnets pour ce genre de billets? Parce que c'est pas des T+, non? Non, ils ont des carnets qui réduisent le prix des tickets. Mais la dernière fois, j'ai pris un carnet depuis une station plus loin que d'habitude, en pensant pas. Et maintenant, je dois me rendre à cette station-là à chaque fois pour partir de chez moi. Bref. Venez, on rend gratuit les transports en commun juste pour pallier au désastre d'organisation de ce podcast. Non, il est bien organisé ce podcast, c'est pas vrai. En vrai, on a tenu. Pour l'instant, on n'a pas manqué une seule semaine, hein, quand même. D'ailleurs, je tiens à dire, podcast hebdomadaire, pour l'instant, ça a été respecté. Il s'est encore amélioré le podcast, puisque maintenant, on a des miniatures pour YouTube. Oh oui, t'as géré là-dessus. Bravo. Donc, non, il s'améliore. Bon, passons à une autre question. Mais ça fait plaisir, des questions un peu sur le podcast lui-même. Moi, j'aime bien ça aussi. Moi, j'aime pas. Pas le week-end où il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, j'aime bien. Est-ce légal, possible et souhaitable que la CGT intègre la NUPES? Wow, est-ce légal? En fait, la NUPES, de base, c'est un accord électoral
Donc, la NUPES, c'était juste, venez, on présente pas des candidats. C'était pas un accord électoral. Hein. C'était un Venez, accord programmatique. Hein. Accord programmatique et électoral, t'as raison. Venez, on présente pas des candidats en parallèle et on se répartit les circonscriptions pour les législatives. Et comme ça, chaque parti, entre guillemets, de gauche présente un seul candidat ou candidate NUPES. Comme ça, on se tire pas des bâtons dans les roues. Ouais, la CGT n'a pas de vocation à se présenter lors d'une élection. Donc, la CGT peut techniquement signer les 600 mesures et dire qu'ils sont en accord avec la NUPES. Mais du coup, dans le cadre de la NUPES, la CGT n'aurait pas grand-chose à faire, en fait. Hein. Puisque la NUPES, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est dans le cadre des institutions électorales. Donc, non, je pense qu'en règle générale, il faut qu'on arrête de vouloir des instances pour pouvoir faire front commun. Je pense qu'il faut pouvoir faire front commun sans avoir besoin de... parce que pourquoi est-ce qu'ils veulent tous des instances, des organes pour monter dedans ? C'est insupportable. Ils veulent des organes pour pouvoir monter dedans, dans les organes, dire « Ah, mais regardez, j'ai fait ça, donc vous me devez ça et tout. » Non, juste, si vous avez des choses à défendre, vous pouvez... Là, s'il y a des choses avec lesquelles la CGT est d'accord dans ce que défend la NUPES, sur le terrain, dans les combats, ils font ça ensemble. Il n'y a pas besoin d'un organe, d'une instance, etc. Bon, après, la CGT a besoin apparemment d'un organe en interne, en fait, pour pouvoir peut-être faire des organisations plus efficaces en interne. Hein. Après, ça, c'est notre question. Ouais. Juste incompatible avec la charte d'Amiens à Skip, mais elle est déjà pas respectée. Pour moi, la charte d'Amiens n'existe pas. C'est pas un truc qu'il faut prendre en compte. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il y avait un dogme comme ça qu'il fallait respecter cette charte vieille de 100 ans ou je ne sais quoi. Très étrange. Hein. On rappelle que les acteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent actuellement. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est pas dans la charte d'Amiens qu'il y a comme quoi il faut faire la grève générale ? J'ai pas entendu parler de grève générale une seule fois de toute l'année, là. De la part des syndicats. Donc, ils veulent pas respecter la charte d'Amiens de toute façon. Donc, Moi, je pense qu'on devrait tous oublier collectivement l'existence de la charte d'Amiens. C'est juste plus du tout pertinent. C'est le contexte dans lequel ce truc-là a été rédigé était complètement différent du contexte de 2023. Comme par hasard, si les conditions changent, en fait, des fois, il faut changer les règles, en fait. Donc là, les conditions ont changé. On n'est plus dans le même système que quand ça a été rédigé. Du coup, on a besoin d'autres règles. Donc, je comprends pas trop. En fait, c'est exactement la même erreur de raisonnement des gens qui vont dire non, mais il faut un parti d'avant-garde structuré comme ci, comme ça, etc. En se fiant sur genre un texte d'il y a 200 ans, marxiste, qui préconise une méthode efficace pour la révolution, je ne sais quoi. Genre, faut vraiment, vraiment, vraiment se débarrasser des dogmes, des pensées dogmatiques et essayer d'être un tout petit peu pragmatique et conséquentialiste dans ce qu'on propose, quoi. Hein. Donc, par contre, pour ce qui est de la légalité, pour ce qui est de la légalité, je crois que vu que c'est juste un rassemblement d'organisations, à mon avis, il y a rien qui rend ça illégal. Hein. Oui. Je sais même pas ce que c'est techniquement la NUPES d'un point de vue légal. Donc il faut... j'aime bien la question. Je crois que c'est rien en fait. J'ai failli répondre à la question dans le chat qui a l'air très intéressante. Mais n'hésitez pas à poser cette question carrément en faisant un don pour soutenir ce podcast et nous y répondrons. Ok, alors du coup, prochaine question. Ouais. Celle-là, c'est une grosse question. Tu veux pas que je la pose ? Ouais, vas-y. Quelle est votre position sur la GPA dans le système actuel et la GPA dans votre système que vous préféreriez ? Force à vous et merci pour le contenu. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour la personne qui a posé cette question. Je pense que je deviens de plus en plus neutre. Ah, ça fait plaisir. C'est très bien. Alors ouais, c'est une très bonne question ça. Alors moi, la GPA dans le système actuel, j'avoue que j'étais assez convaincu des arguments pour le maintenir interdit. Donc si vous ne savez pas, la GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est quand un couple ou une personne veut un enfant et
veut que l'enfant soit... veut qu'il y ait une mère porteuse qui fasse l'enfant et qui puisse ensuite récupérer l'enfant de la mère porteuse, donc gestation pour autrui, donc la gestation de l'enfant dans le ventre de cette mère porteuse, qui ensuite sera donnée à la personne qui voulait l'enfant de base. Alors c'est quelque chose qui est légal actuellement dans un tas de pays dans le monde, aux États-Unis, en Australie, au Canada, En Inde. en Inde, enfin dans beaucoup, je pense dans la majorité des pays, c'est Oula. autorisé. Non, je pense pas que ce soit la majorité des pays. Hein. C'est pas la majorité, d'accord. Enfin, bon, Non. bref, c'est dans beaucoup de pays. Et dans ces pays-là, dans la plupart des cas, c'est contre rémunération parce que vous vous doutez bien que avoir un enfant, être enceinte pendant 9 mois et avoir l'enfant et donner l'enfant à une autre personne, à part si vraiment c'est des liens genre où vous êtes ultra proche avec la personne, où il y a un échange ou quelque chose comme ça, naturellement, bah, c'est pas vraiment un truc qui arrive. Donc les gens, en fait, payent et il y a des entreprises et tout qui sont mises en place pour gérer toute la procédure. Alors ça rentre dans la catégorie de PMA. Si vous vous demandez c'est quoi la différence GPA, PMA, souvent les gens ils sont pas sûrs de ça. Donc la PMA, c'est tout ce qui est procréation médicalement assistée. Donc tous les moyens de fertiliser l'œuf avec le spermatozoïde et d'assister médicalement tout ce processus-là pour les gens qui peuvent pas avoir d'enfants. Ouais, la grosse différence base. avec la PMA, c'est que dans la PMA, il n'y a pas besoin d'un tiers pour la gestation de l'enfant. C'est ça. C'est un des Exactement. membres du couple qui va être responsable de la gestation de l'enfant. Et donc actuellement, la PMA, c'est autorisé. Ça a même été autorisé pour les femmes seules récemment. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, oui, la GPA reste interdite en France. Et pour moi, je suis convaincu qu'en effet, il faut le maintenir interdit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, concrètement, quand on l'autorise, contre rémunération, donc, en fait, ça crée une incitation économique à commencer à faire ça pour des femmes. Et vous vous doutez bien que c'est les femmes qui sont dans les situations les plus précaires qui vont majoritairement être recrutées pour faire ces gestations, pour être mère porteuse. Et en fait, moi, je vois la dérive arriver évidente, qui est qu'il y a des familles aisées qui veulent un enfant, mais qui ne veulent pas eux-mêmes porter l'enfant. Et donc, il y a ça. Et puis ensuite, moi, je suis assez convaincu aussi par l'argument de dire qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'être adoptés, qui ont besoin d'une famille d'accueil. Pourquoi est-ce qu'on autoriserait ce processus-là pour les couples ou les parents les gens qui veulent des enfants, alors que genre on a déjà plein d'enfants qui ont besoin de parents en fait. Ouais, le concept de vouloir absolument que ce soit son ADN pour avoir un enfant. Donc tu peux pas faire d'enfant. C'est-à-dire parce que attention, là on parle aussi du fait que ce serait dans les cas où les parents ne peuvent pas faire les enfants, parce que il existe aussi des gens qui parlent du cas de figure où la mère, par exemple, voudrait juste ne pas elle-même faire l'enfant, pourrait le faire, mais va déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, dans le cas de célébrités, de personnes qui ont des carrières intensives, actuellement, il y a à l'échelle internationale, ça se fait qu'il y ait certaines mères, certaines personnes, soit elles sont célèbres, elles veulent pas passer par une 9 mois de grossesse. Et il s'avère que dans ce cas-là, ils vont à l'étranger, ils vont dans les pays qui l'autorisent et ils délèguent ça à quelqu'un d'autre parce qu'eux, ils veulent pas le faire, quoi. Et autant tu peux genre repeindre ça avec un petit vernis en disant regardez, c'est du coup la femme n'est plus si elle veut un enfant, elle n'a pas besoin d'avoir de grossesse comme l'homme et tout. Autant là, il y a littéralement des gens du coup qui genre on est en train de rendre ça genre de créer deux classes, une qui a besoin de faire des grossesses pour avoir des enfants et les enfants des autres, et l'autre classe qui a dépassé ça, tu vois, genre moi je trouve ça un peu dégueulasse. Donc là, pendant qu'on va en parler, on va partir du principe qu'on parle vraiment du cas où un médecin a dit ce couple-là ne peut techniquement pas faire d'enfant.
et veut un enfant, tu vois. Ouais, Restons dans ce cadre-là, parce que dans l'autre cadre, juste on l'autoriserait jamais, parce que moi je l'autoriserais jamais perso, ça je trouve ça un peu fou. Ouais, alors du coup la question maintenant, c'est la deuxième partie de la question posée. Est-ce que pour toi tu Attends, l'autoriserais? j'ai même pas répondu Ah oui, à la ok. première partie, moi. Ouais, donc en fait, il y a des. Moi, je suis allé voir, je suis allé me renseigner un peu sur les études qui étaient faites là-dessus. D'accord. Je suis tombé sur beaucoup d'études médicales qui disaient que ça pose pas trop de problèmes au niveau médical. Donc déjà, ça, c'est important de le souligner. Par Ouais. contre, j'ai trouvé, y a pas assez d'études qui sont faites sur, La sociologie. sur la sociologie, en fait, et que ça implique. Et aujourd'hui, bah, il y a des questions, il y a des grosses questions aujourd'hui à l'international. Déjà, actuellement, ce qu'on redouterait d'un point de vue national, qu'il y ait deux classes de personnes qui se font, ça existe déjà à l'international. Tu as déjà des gens qui vont à l'international pour faire leurs enfants par des gens qui connaissent pas du tout en leur donnant de l'argent, quoi. Ouais. Et ce concept-là, le fait que des pays en voie de développement ou des pays pauvres voient soit des Occidentaux, soit des pays riches, des gens de pays riches arriver et leur demander d'utiliser leur corps contre rémunération. Et cette rémunération, on sait très bien que dans les échanges internationaux, c'est une sorte de, euh, d'argent qui, au final, implicitement, c'est de l'argent. La différenciation de richesse entre les deux personnes qui se rencontrent à ce moment-là, elle est due à un colonialisme latent. Donc je Ouais. trouve juste ça dégueulasse, personnellement, Non, c'est tel que vraiment ça pas les existe. meilleures vibes, hein. Et du coup, oui, les questions que ça pose bah, dans ce truc-là d'international, à l'international, montrent que, d'un point de vue national, à moins que ce soit fait par des gens très proches, et encore, ça pose plein de questions sur les rapports, genre est-ce qu'il y aura pas des marchés noirs qui vont se créer, etc. Moi, je suis pas trop chaud dans le système actuel, parce que, et du coup, c'est là que je vais faire la transition que tu voudrais pour qu'on parle d'un autre système. Parce qu'en fait, dans le système actuel, les gens, s'ils ont pas de l'argent, ils meurent, en fait. S'ils ont pas de l'argent, ils ont pas leurs besoins vitaux garantis. Ouais, donc c'est ça qui fait qu'il y a une coercition pour les gens les moins riches de faire ce genre de choses, hein. C'est la même chose pour la prostitution, pour bah, techniquement toutes les formes de travail, hein. Bon, le travail du sexe, c'est du travail. Et ouais, c'est. En fait, ce qu'on veut, c'est réduire au maximum l'aspect coercitif C'est ça. de notre économie. Donc, ouais, donc nous, ce qu'on propose, c'est de garantir les besoins vitaux, c'est-à-dire cantine publique gratuite, option gratuite de logement dans le public, avec un minimum vital, etc. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que toi, du coup, tu penses que la GPA, on pourrait l'autoriser pour les couples qui n'arrivent pas à faire un enfant de façon encadrée et tout ou... Moi, je pense que personne ne doit se sentir contraint de marchandiser son corps. Ouais, je suis d'accord, ça semble être un bon principe. Je pense qu'il y a aussi énormément de biais cognitifs qui fait que tu te rends pas compte de ce que tu es en train de... Pour des grosses sommes d'argent, tu te rends pas forcément compte de ce que tu es en train d'échanger. Et que, du D'accord. coup, à terme, dans un monde idéal où on a garanti les besoins vitaux, que les gens ne souffrent plus de manque financier qui les pousserait à faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire, je pourrais imaginer que ça pourrait être possible. Mais je reviens sur ton premier point. Pourquoi vous adoptez pas un enfant? C'est ça le truc, en fait, hein. Après, je sais que le système, j'ai fait des recherches un peu là-dessus aussi. Et pour adopter en France, il y a aussi des... Enfin, parfois, tu dois, une fois que tu es accepté comme un foyer qui répond aux critères pour pouvoir adopter, parfois il y a des attentes de 2 ans, de 3 ans. Donc, je sais pas si c'est dû à un manque de moyens, de financement des institutions qui s'occupent de ça, ou s'il y a d'autres problèmes dans le système. En vrai, il faudrait que j'approfondisse un petit peu là-dessus. Mais peut-être qu'en améliorant le système d'adoption aussi, on ferait en sorte que bah, on peut plus facilement dire regardez, il y a des enfants qui ont besoin d'un foyer, qui ont besoin de parents pour s'occuper d'eux. Et ouais, Il y aurait 610 000 enfants orphelins en 2015, de ce que je comprends.
En France? En France, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et, et, euh, et ouais, pourquoi Bah, on- moi, je sais très bien. Les parents, enfin, les gens veulent des enfants avec leur gène pour dire oh, regarde, il a tes cheveux, oh, il a mes yeux, regarde. C'est un peu une question de vanité, d'ego et tout. Et ça, je suis pas sûr que ça soit un truc qu'on veut pas remettre en question. Tu vois, pour moi, il faut peut-être que les gens qui veulent des enfants se questionnent un peu sur leur motivation. Bon, bref, après, là, on peut rentrer dans plein de discussions là-dessus parce que je crois que tu connais mes avis sur des choses comme ça. Compliqué. Mais par contre, moi, je te rejoins sur le fait que ça a l'air un peu compliqué, même quand on a validé ton dossier, qu'on te propose des enfants, etc., en adoption. Donc, ouais, est-ce qu'on pourrait pas investir là-dedans, faciliter l'accès, et peut-être que du coup, naturellement, ça diminuerait le nombre de gens qui voudraient avoir recours à la gestation pour Ouais. autrui. Ou en tout cas, ceux qui voudraient avoir recours à ça, on comprend que c'est plus du coup un truc de ah. Parce que j'ai vu des arguments qui disent en fait, ça prend beaucoup moins de temps parce que tu vas aux US, tu trouves une mère porteuse qui veut bien, une entreprise qui. Enfin, tu payes, c'est assez cher hein, quand tu payes cette GPA. Sauf qu'après, tu as l'enfant 9 mois après, quoi. Hein. 9 mois après la procédure, donc ça peut aller beaucoup plus vite que d'attendre des années pour adopter. Et j'ai l'impression que actuellement dans le statu quo, c'est un des arguments pour les personnes qui ont recours à la GPA. Donc au moins, si on rendait le processus plus simple, plus rapide, dans des meilleures conditions et tout, avec un meilleur financement public, il y aurait plus cet argument-là. Il y aurait plus les parents qui diraient on l'a fait pour gagner du temps ou quoi que ce soit. Quoi. Après, bon, vu le prix, enfin, vu le coût que c'est pour rémunérer la GPA, c'est des gens plutôt aisés, je pense, qui font ça, quoi. Mais ouais, très bonne question en tout cas. Hein. Très Ouais, bonne question. j'espère que on a répondu. C'est pas évident ce genre de questions parce que je pense que le fait que ce soit pas déjà, en fait c'est ça aussi qui est important, c'est le fait que ce soit pas déjà actuellement normalisé pour moi est Ouais, important. C'est-à-dire que il y a d'autres choses comme ça où sur le corps il y a des travaux, bah, les travailleurs du sexe, etc. Il y a des choses comme ça où oui, actuellement, tu pourrais pas l'interdire parce que tu mettrais en danger plein de gens qui actuellement sont dans ces activités. oui. Et du coup, dans ce cas-là, il faut juste accompagner, tu vois. Mais quand on parle de la gestation pour autrui, c'est une activité qui n'existe pas sur le territoire actuellement. Donc, est-ce qu'on veut Ouais. Est-ce la qu'on laisser veut apparaître et du légaliser et coup puis ouais. créer tout un marché qui fait que plein de gens ne peuvent plus survivre que grâce à ça, puisque du coup, parce que l'économie, c'est des vases communicants, tu vois. Donc, tu te retrouves avec maintenant une plus grande incitation qu'avant de toi-même devenir mère porteuse, puisque tu dis, bah ouais, mais il y en a plein de gens qui s'en sortent en devenant mère porteuse. Du coup, les prix augmentent, enfin, mère porteuse et tous les autres métiers, tous Ouais, les ça, autres c'est comme à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui était avant interdit sur le marché qui devient autorisé. Enfin, quand il y a Uber qui commence à. Quand Uber Pop commence à émerger, machin, bah oui, ça crée une disruption sur le marché et ça abaisse le standard. Et ouais, c'est. Ouais, ça va créer un méga marché, c'est sûr. C'est sûr. Et puis en plus, comme oui, dès que tu as un utérus, tu peux le faire. Techniquement, tu vois, physiquement. Compliqué, ouais. C'est compliqué à envisager ça. Moi, je suis, en tout cas, dans le statu quo actuel, je suis clairement contre. Et je pense que même avec la garantie des besoins vitaux, en vrai, je sais pas. Moi, je dis, Avec la garantie des besoins vitaux, il faudrait que ce soit encadré de fou. Ça veut dire des proches, non payés, s'assurer que ce soit pas payé. Et dans ce cas-là, ce serait peut-être réalisable, quoi. Et peut-être ouais. que d'ici là, on aura déjà trouvé des moyens d'avoir des enfants sans gestation. Mais j'imagine que aujourd'hui, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, t'as des femmes qui accouchent
sous X, ça veut dire qu'elles veulent pas être légalement le parent de l'enfant. T'as le droit de faire ça. Ouais. Et du coup, ensuite, l'enfant, il est pupille de la nation. Mais j'imagine qu'il y a aussi... Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des GPA, des gens qui contournent le truc en déclarant sous X l'enfant et ensuite une autre famille, genre, adopte l'enfant et en fait, c'était une GPA en Ouais. passant entre les mailles du filet du système? J'imagine que ça doit exister, ça. Hein. C'est un peu compliqué, ça. Ça se passe pas comme ça. L'enfant, il est pas tout de suite donné à la première famille qui tombe dessus. Ouais, non. Non, parce que... Ah oui, non, Il est parce qu'en fait, tu recueilli, choisis pas. Tu choisis pas bah le... non, Oui, tu non, tu choisis pas l'enfant. Ouais, non, je dis n'importe quoi, pardon. Pas juste dire, j'ai trouvé ce bébé, il est à moi. Ah, je regardais un bébé. Je suis le parent, oui. Attendez, monsieur, vous êtes pas... Si. Il y a d'ailleurs moi, je connais Ouais, des non, cas de pardon. figure où il y a des gens qui se battent justement avec la justice pour expliquer que ils ont élevé cet enfant depuis genre 4 ans et que ils le considèrent comme leur enfant et ils se battent pour garder le droit de garde, justement. Ouais. Obtenir la garde. Bref. Merci pour cette question. On continue sur une autre question. Comment contrer efficacement les attaques qui s'appuient sur les agissements négatifs d'individus clairement identifiés à gauche pour décrédibiliser le mouvement tout entier? Donc par exemple, c'est Hollande, il est de gauche. Tu veux vraiment un mandat comme Hollande? Ne vote pas à gauche, tu vois, ce genre de truc-là, je crois. Ouais, ou récemment, les gens étiquetés de gauche qui vont dire, en fait, ce qu'a fait le Hamas, c'était un acte de résistance légitime. Malheureusement, j'ai vu des comptes Twitter. Alors pour moi, il y a 2 cas de figure. Soit ça vient d'un influenceur qui est assez suivi, et dans ce cas-là, il faut critiquer cette position. En fait, il faut critiquer les positions néfastes. Il faut les critiquer. Par contre, si ça vient d'un compte Twitter avec 10 followers, si vous avez une tribune, si vous avez une audience et vous passez votre temps à aller chercher les pires propos de gens qui pourraient être étiquetés de gauche parce que je sais pas quoi, ils ont un drapeau rouge dans leur bio, ou ils se disent de gauche, ou ils se disent marxistes, ou je sais pas quoi. Si vous passez votre temps à aller pêcher, genre vraiment les gens, parce qu'il y a un tas de personnes qui se pensent de gauche, qui se disent de gauche et tout, et qui en fait ont des positions clairement pas de gauche, des positions réactionnaires, ou des positions complètement illogiques, contre-productives ou néfastes d'une manière ou d'une autre. Et je pense que... Et franchement, je pense que moi, j'étais coupable de faire ça à pas mal de reprises. Et récemment, je suis en train de réfléchir à quel point je devrais arrêter de faire des choses comme ça, de parler de positions catastrophiques de gens qui sont à peu près inconnus. Mais bon, après, la plupart du temps où moi je critique des gens, c'est quand même des influenceurs qui ont beaucoup plus d'influence que moi, qui ont des grosses tribunes, qui sont ultra médiatisés ou très populaires sur Internet ou des choses comme ça, quoi. Sinon, ça sert à rien de... En fait, juste, quand vous faites ces critiques-là, assurez-vous que les conséquences vont être positives pour le mouvement progressiste au sens large, quoi. Et là, tu réponds vraiment à la question parce que je crois que tu passes à côté de la question. Ah, attends, comment contrer efficacement les attaques qui s'appuient sur les agissements? Ah oui, quand la droite... Ah oui, tu veux dire quand la droite attaque quelqu'un Ouais, étiqueté de gauche? Je t'ai carrément donné un exemple pour clarifier et tout, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah en fait, c'est ça, ma réponse, c'est quand c'est quelqu'un d'inconnu, bah on dit bah c'est pas représentatif. Et quand c'est quelqu'un, quand, je sais pas moi, un gros influenceur de droite sort un tweet d'un influenceur étiqueté de gauche qui est en effet désastreux, et bah là, où, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, il faut critiquer ce truc-là. Après, il faut pas le faire d'une façon qui légitime la droite qui fait cette critique-là, quoi. Il faut rester sur ses principes, rester sur des arguments factuels et logiques et critiquer ça. Mais bon, c'est... Ouais, non, on peut le critiquer, hein. Moi, je me souviens de plein d'instances où la droite critique en masse un propos de quelqu'un étiqueté de gauche. Et en effet, le propos était critiquable, mais sauf qu'en fait, souvent la droite ne va pas le critiquer avec des bons arguments, en fait. La droite va utiliser des arguments catastrophiques aussi. Moi, Et pour répondre... tu peux faire les deux. Tu peux critiquer le propos de la personne étiquetée de gauche
Et ensuite critiquer aussi le propos des gens de droite qui réagissent d'une façon illogique ou incohérente avec leurs propres positions, Ouais. ce qui est le cas dans 99% des cas. Pour répondre, moi, je dirais que ça dépend du contexte. Si la personne, elle répond, elle te sort ça en réponse au fait que toi, tu as critiqué quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu as reproché le comportement de, je sais pas, le Rassemblement national. Et en réponse à ça, la personne va te dire oui, mais dans vos rangs, il y a telle personne, je sais pas quoi. Là, il faut même pas répondre, il faut dire attends, mais du coup, tu avoues ce que j'ai reproché de ton camp avant de passer à un autre sujet, d'essayer de passer à un autre sujet. T'es en train Oui, d'avouer oui, que du oui. coup, vous l'avez bien fait, ça? Oui, si tu es en train d'interagir directement avec cette personne, Ouais, bah, c'est la d'abord question, c'est va. pour ça. Ça dépend, ça dépend. Non, mais là, c'est la question. Pas de la question. Dans la question, on n'est pas sûr on interagit directement avec. Genre, on n'est pas en Ouais, débat bah, avec du coup, l'influenceur, tu je vois. dis que ça dépend du contexte. Si c'est ça le contexte, je pense qu'il faut absolument recentrer sur votre critique que vous aviez fait avant que la personne essaie de divertir du sujet. Ouais, je suis d'accord. Un autre contexte qui pourrait avoir lieu, c'est si jamais la personne dit quelque chose de ouvertement faux. Là, je pense que ça peut être cool de débunker, mais selon le contexte, des fois, il faut juste dire non, là, tu racontes juste n'importe quoi. T'as juste. Soit t'as bouffé les propagandes qui ont été faites, soit t'es en train d'inventer et changer de sujet. Parce que le débunkage, si en fait le truc est tellement énorme et qu'on vous voit en train de débunker une position sérieusement, ça voudrait dire qu'il y a de la légitimité à la critique, alors que non, des fois c'est juste, mais oui, mais vous êtes antisémite. Non, là tu dis n'importe quoi, c'est jamais eu un seul acte d'antisémitisme, donc non, tu vois. Tu commences pas à dire non, alors le jour où ils ont parlé des juifs, en fait, c'était, tu vois, genre, tu commences pas à faire une explication de texte. Ouais, et je pense que Pas depuis le d'audio? début. Non, je pense que c'est juste. Non, je pense que c'est pas qu'il y a de problème. Non mais faites attention à ce que vous dites dans le chat. On nous dit pas d'audio dans le chat. Euh, donc, je pense que depuis le début, on répond dans le cas où les agissements négatifs sont avérés, en effet, parce que je vois les agissements négatifs avérés ou non. Donc, dans le cas où c'est pas avéré, donc où les arguments contre l'individu identifié à gauche ne sont pas valides, bah là, vous contre-argumentez, vous expliquez pourquoi la critique n'est pas bonne et pourquoi, en fait, la personne identifiée à gauche avait raison dans ce contexte-là, quoi. En fait, c'est comme tout le temps, en fait, on faut juste rester solide avec des arguments solides et exercer son esprit critique et pas céder à des pressions et essayer de rester lucide, quoi. Ce qui est pas toujours facile, mais il faut tendre vers ça en tout cas. Bon, des bonnes questions cette semaine, hein. Très bonne question. Est-ce que vous avez posé d'autres questions depuis? Bonne question. Pose-la en faisant un don. Je suis en train de... je dois faire un don pour... Attends, je vais voir sur le Ko-fi. Alors, vous pouvez aller sur le site lerendez-nous.fr pour avoir plus d'informations sur cette émission. Je me suis donné du mal pour faire ce petit site sympathique. Franchement, il est super propre. Hein. T'as vraiment géré le site. Merci. Ouais, il est de mieux en mieux. Il y a même une petite barre pour suivre l'objectif. Parce que nous, on a un objectif, les gens. Si vous voulez nous soutenir, pour l'instant, l'objectif, comme il a été demandé, quel est le prix le tarif de mes transports pour aller voir Mulch, en fait, notre premier objectif pour ce podcast, c'est d'avoir assez d'argent pour que je puisse aller chez Mulch toutes les semaines pendant 1 an, pour garantir 1 an de trajet, couvrir les transports. Donc ça, c'est le premier objectif. On est déjà à 30% de cet objectif. Merci à tous ceux qui ont soutenu et posé des questions, parce que quand vous posez des questions, vous faites un petit don en même temps, ça nous fait plaisir. Et en effet, il y a eu, alors pas une question, mais un message à faire passer. Merci de proposer un épisode léger comme d'habitude après la semaine pas rigolote qu'on a vécue et les événements qui se déroulent sous nos yeux. Juste pour le fait d'entendre parler d'autres sujets, vous régalez, donc merci. Bah écoute, de rien. C'est vrai que c'était beaucoup. pas une semaine facile pour les informations, mais ouais, c'est passé Merci beaucoup Fernaël. En fait, ça nous est arrivé à nous aussi, c'est-à-dire que nous aussi, en cherchant des infos là pour cet épisode-là, on a eu un petit coup de blues, hein, on va pas vous mentir. Et on a eu du mal à justement trouver des sujets. Il y a un matraquage médiatique en ce moment sur des sujets bien particuliers.
et c'est compliqué de trouver d'autres sources d'informations, quoi. Ouais, l'ambiance des médias mainstream se rapproche d'une ambiance de l'enfer absolu, tu vois, juste une piscine de lave au fin fond Mais de c'est l'utilité de cette l'enfer. émission. Moi, c'est ça que j'aime bien avec cette émission, c'est le but, c'est vraiment de parler de sujets qui sont pas couverts d'habitude, de sujets en général. Bon, on parle de trucs genre 75% des humains vont peut-être mourir en 2100, tu vois. Non, ça justement, c'était les sujets qu'on n'a pas appris pour cette... On l'a pas pris cette fois-ci. Mais on en parle des fois, tu vois, mais on en parle en essayant On est passé à deux doigts, de dire ça. Mais on essaye justement d'inclure. On prévoit les sujets et à chaque fois on dit est-ce que ça va être un sujet positif, est-ce qu'on le considère positif, négatif ou neutre, et on essaie d'avoir une distribution assez équitable de positif, négatif et neutre pour pas qu'à la fin de l'émission on ait envie de ne plus rien jamais écouter. Ouais, ça il manque, faut faire très ça manque, attention. ce genre de contenu, il manque, vraiment. Et aussi, ça permet de parler de sujets qu'on n'entend pas des fois, et ils passent à la trappe. Malheureusement, par exemple, le fait qu'on a ramené un bout d'astéroïde, c'est un truc incroyable. D'ailleurs, il y a eu des développements là-dessus. On a trouvé du carbone et de l'eau dans le bout d'astéroïde qu'on a ramené. Il y avait du carbone et de l'eau. Donc c'est Trop cool. une hyper bonne nouvelle pour tout ce qui est de la recherche sur l'origine de la vie, sur l'organique, parce que Donc il y avait de l'eau. Attends, ça c'est incroyable en vrai. bah ouais, il y a des morceaux de cailloux qui font le tour de l'univers en passant devant tous les astres hyper radioactifs et qui transportent comme ça plein de carbone et d'eau. Et donc peut-être qu'il y a juste des formes de vie qui se développent sur certains astéroïdes qui viennent se cracher sur des planètes, et peut-être que ça vient de là. On n'en sait rien, mais du coup c'est une piste à explorer vu qu'on a trouvé du carbone et de l'eau sur cet astéroïde. Bref, tout ça pour dire, on n'en a pas assez parlé. C'est vraiment un tournant de l'humanité, le fait qu'on peut juste ramener des bouts d'astéroïdes comme ça, et c'est passé à la trappe. On n'a presque pas parlé, quoi. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir un espace sur lequel on peut échanger comme ça. Merci à ceux qui essayent de le faire vivre. Moi, je vais pas vous mentir, ça m'a fait énormément plaisir que la personne qui a posé la question sur la GPA a fait un don assez conséquent. Et bon, ça permet pas de Carrément. rendre viable toute l'émission, bien sûr. Hein. Ça permet juste à un épisode de On se rapproche. de pas être en déficit, quoi. Mais de me dire que peut-être que cette émission, en présentant, en n'allant pas dans tous les pièges d'essayer de dramatiser tous les événements tout le temps, etc., ça pourrait peut-être être viable, ce type d'émission-là. Parce que c'est un pari, hein. Peut-être que juste le marché est fait tel que, aujourd'hui, il faut que ton émission te dise que tout le monde va mourir à un moment pour qu'elle soit viable, tu vois. Nous, on fait le pari que non, il y a des gens qui, de manière rationnelle, vont se dire allez, je veux que cette émission existe. Et donc, il n'y a pas de pub, c'est pas sur un service payant, etc. Et ça peut quand même fonctionner. En tout cas, on espère que ce sera le cas. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, parce qu'en fait, l'idée, c'est que cette émission, ça nous coûte rien du tout de la reproduire. C'est-à-dire que 100 personnes ou 10 000 personnes l'écoutent, ça fait pas de grosse différence pour nous en termes d'investissement. Nous, on a un serveur avec le podcast dessus, et je pense qu'on pourrait avoir 50 000 écoutes et le serveur, il tournerait toujours. Il n'y aurait pas besoin de changer la taille du serveur, etc. Par contre, le nombre d'auditeurs qui écouteraient, et donc la probabilité que ces gens aient les moyens et l'envie de participer au podcast, elle augmenterait, et ça rendrait beaucoup plus viable l'émission. Yes. Donc n'hésitez pas à la partager. En plus, bon, le but quand même, c'est que plus de gens puissent profiter de ce contenu qui sort un peu la tête de l'eau, hein. Comme l'a dit la personne qui a fait c'est Fernael. Merci beaucoup. Ouais, on vous rappelle que les médias mainstream véhiculent quand même beaucoup d'informations qui vous poussent à la dépression, à voir tous les aspects négatifs du monde qui vous entoure, à devenir un peu défaitiste dans les possibilités qu'on a pour améliorer les choses autour de nous dans le monde. Du coup, voilà, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on ait d'autres narratives, qu'on ait d'autres informations et qu'on contre toute cette ambiance super oppressante, super doumante, quoi, des médias mainstream. Je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel. Vous pouvez aller revoir les épisodes précédents, si vous voulez, qui sont tous disponibles soit sur les plateformes de podcast, soit sur YouTube avec un visuel.
Donc, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Salut, salut.